L'écologie est un sujet souvent maltraité et pour lequel on peut lire et entendre beaucoup de choses, vraies comme fausses, et il n'est pas toujours facile de faire le tri. D'autant qu'on se rapproche des élections et on entend une pluralité de discours pas toujours factuels. Et parmi ces discours pas très factuels, peut-être qu'il y a nos propres positions. Peut-être faut-il douter de certaines choses dont on est persuadé et envisager que d'autres points de vue peuvent être davantage pertinents. Et du coup, comment faire le tri entre tous ces discours et ces informations et éviter de persister dans nos croyances si elles sont fausses? Il nous faut être prudent face à nos préconceptions et éviter d'avoir des positions dogmatiques, car ça peut nous amener à agir de manière contraire à nos intentions. Ici, on va donc parler d'écologie, mais surtout de comment aborder ce sujet de manière rationnelle, pour ajuster nos croyances aux données factuelles. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les notions de scepticisme et de méthodologie scientifique, je vous renvoie vers cette vidéo d'introduction. Mais pour résumer l'idée générale, en science, on veut avoir des connaissances qui soient au plus proches de la réalité. Et donc on essaie d'être toujours prêt à se remettre en question et d'envisager qu'on a possiblement tort sur certains sujets. On s'oppose donc au dogmatisme, qui est le fait de s'accrocher à nos idées et de considérer qu'elles sont forcément vraies. Puisque là, si on a tort, on ne pourra pas s'en rendre compte. Et pour éviter le dogmatisme, il nous faut être prêt à changer d'avis, même sur des trucs qui nous semblent évidents. Il arrive aussi qu'on en vienne à s'attacher à nos idées et à ne plus les défendre pour leurs conséquences, mais pour elles-mêmes. Si on est pro ou anti-nucléaire, pro ou anti-bio, est-ce qu'on veut défendre cette position, quel que soit son impact réel, ou est-ce qu'on défend cette position parce qu'elle nous semble avoir de bonnes conséquences? Ce qui implique d'être prêt à changer d'avis si en fait notre idée n'a pas les conséquences attendues. Évitons alors de considérer les différentes options comme intrinsèquement bonnes ou mauvaises, mais comme des outils permettant d'atteindre des buts moraux ou politiques. De fait, ce n'est qu'en fonction de ces objectifs qu'il y a un intérêt à défendre des idées. Ça implique évidemment d'avoir défini quels sont nos objectifs. Pourquoi nous sommes écolos? Sujet d'une précédente vidéo. J'avais défendu l'écologie sentientiste qui présuppose que l'écologie doit être un moyen de réduire les nuisances faites aux êtres sentients. Mais pour la suite de cette vidéo, nul besoin qu'on ait les mêmes objectifs. En revanche, il vaut mieux être dans une démarche où on est prêt à changer d'avis si jamais on se trompe. Je précise aussi que je ne prétends pas être expert et mon but ici n'est pas de vous dire ce qu'il faut penser, mais de voir comment aborder ce sujet pour pouvoir ensuite se renseigner en évitant de tomber dans les confusions les plus courantes. Et pour ça, on va se centrer sur deux grandes thématiques, l'énergie et l'agriculture. Quand on parle de production d'énergie, on pense souvent à la production d'électricité. Mais l'électricité, c'est une partie de la consommation d'énergie, à peu près 18%. Et changer la production électrique, ce n'est pas faire une transition énergétique. Donc si on arrive à faire une électricité la moins polluante possible, c'est très bien. Mais il reste encore plus de 80% de l'énergie actuellement non électrique à changer, et qui sert par exemple au transport, au chauffage, à l'industrie, etc. Les hydrocarbures, ou énergies fossiles, donc gaz, pétrole, charbon, ont d'énormes impacts environnementaux, avec notamment une forte contribution au changement climatique, bien plus que les autres formes d'énergie. Et la difficulté dans la transition énergétique, c'est que malgré les inconvénients des énergies fossiles, nos sociétés en sont grandement dépendantes, notamment au pétrole qui fait tourner plus de 90% des transports. Si on considère qu'il est impératif de sortir au plus vite des énergies fossiles, ce que je pense, il faut se rendre compte des conséquences que ça implique. Il y a heureusement des moyens de diminuer la consommation d'énergie sans diminuer le niveau de vie, avec l'isolation thermique par exemple. Mais ce ne sera pas suffisant. Et il paraît très peu probable qu'on puisse retirer plus des 3/4 de l'énergie qu'on utilise sans que ça se répercute sur le niveau de vie occidental. On peut l'espérer, mais il serait peu prudent d'attendre d'être certain d'un effondrement imminent avant d'envisager de diminuer la production et la consommation. Et quand on ajoute sortir du fossile et du nucléaire, ça veut dire une baisse d'autant plus drastique. Et ça ne pose pas de souci de revendiquer ce type de scénario si on pense que c'est la meilleure option. Moi-même, je suis favorable à une grande baisse de la consommation, puisqu'on produit trop, dans beaucoup de choses pas très utiles. Mais pour qu'une réflexion politique soit faite en connaissance de cause, il faut informer et être informé des implications potentielles de chaque idée, pour anticiper et réfléchir à quel secteur de production doit être privilégié ou non. Attention aussi à la binarité entre les bonnes et les mauvaises sources d'énergie. Il n'y a aucune énergie parfaite ou verte. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients qu'il faut peser. Les énergies renouvelables, qu'on abrège ENR, ont aussi des conséquences environnementales non négligeables. Elles ont des conséquences sur la biodiversité, elles peuvent nécessiter d'énormes quantités de matériaux, comme du béton ou des métaux, avec les impacts environnementaux qui vont avec. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les utiliser, mais juste qu'elles ne sont pas des solutions miracles et qu'elles ont aussi des inconvénients. Même l'hydroélectricité en a. Impact lors de la construction, déplacement de population, et un barrage qui casse, ça peut faire des inondations entraînant des dégâts considérables, y compris des centaines de décès comme au Malpasset en France, voire des milliers comme au barrage de Banqiao en Chine. Pour autant, on n'entend personne dire qu'il faudrait sortir de l'hydraulique.
Et c'est dû au fait que ça a pas mal d'autres avantages. Sans être parmi les moins émetteurs, ça produit assez peu de gaz à effet de serre. C'est renouvelable, ça permet de stocker l'énergie pour la réutiliser plus tard, et c'est une énergie pilotable, c'est-à-dire qu'on peut avoir de l'électricité quand on en a besoin. Ces derniers avantages permettent de compenser, en partie, l'inconvénient majeur des énergies intermittentes. Les énergies intermittentes, comme l'éolien et le photovoltaïque, ne produisent s'il y a respectivement du vent et du soleil. Et ça ne signifie pas que les éoliennes et le photovoltaïque sont nuls et qu'il ne faudrait pas en produire, mais juste que ce n'est pas si facile de faire un parc électrique 100% renouvelable. Cet inconvénient de l'intermittence augmente en fonction de la proportion de ces énergies dans le parc électrique total. Parce que moins on a d'énergie pilotable en proportion, moins on va pouvoir compenser les moments où la production des énergies intermittentes est trop basse par rapport à la consommation, ce qui rend le réseau électrique instable. Et du coup, pour compenser l'intermittence, on doit piocher dans différentes solutions. La première, comme on l'a vu, c'est de coupler ces énergies avec des énergies pilotables pour compenser, avec donc l'hydraulique, la biomasse, le gaz, le nucléaire et le charbon. Et attention, il est possible d'avoir du 100% ENR dans un pays et d'acheter l'électricité à d'autres pays quand on en manque. Mais si on cesse d'utiliser une source d'énergie pour ensuite acheter la même en provenance d'ailleurs, on ne fait que déplacer le problème chez les autres. La deuxième option, c'est de faire en sorte que l'hydraulique occupe une proportion suffisamment importante dans le mix électrique pour compenser à lui seul l'intermittence. Ce qui suppose forcément une grosse baisse de la consommation, puisque la géographie limite pas mal le déploiement de l'hydraulique. Dans pas mal de pays, comme la France, on ne peut plus beaucoup l'augmenter. La troisième, c'est simplement d'accepter des coupures de courant régulières et d'adapter notre consommation à la production, et donc aux aléas environnementaux. Je doute que beaucoup de gens soient enclins à l'accepter, mais c'est une question qu'il faut vraiment se poser dans la société. On peut aussi déplacer certaines consommations à des moments où la production est plus forte. C'est ce qu'on appelle l'effacement, et c'est ce qu'on encourage à faire avec les tarifs heure pleine, heure creuse. Et on peut aussi, comme on le fait déjà un peu, passer des contrats avec des entreprises pour qu'elles cessent momentanément leur activité le temps d'une période de forte consommation. Et enfin, on a la solution du développement massif de stockage par batterie ou par le biais de l'hydrogène. C'est une solution qui peut être très attirante pour maximiser la part des ENR sans être dépendant des aléas météorologiques et sans passer par une baisse colossale de la consommation. Mais évidemment, il y a des inconvénients. Les ressources nécessaires, l'impact de la production, mais aussi le temps nécessaire au déploiement, puisque rien ne dit qu'on sera effectivement en mesure de les déployer suffisamment vite. Et bien sûr, on peut faire un mix de tout ça. On peut diminuer la consommation, développer du stockage, garder un peu de nucléaire, voire garder du gaz et du charbon. L'idée ici n'est pas de trancher sur quelle proportion donner à chacune de ces options, mais surtout que le sujet est complexe et qu'il faut en passer par ces questions pour la transition électrique. De fait, quand on nous dit 100% d'électricité renouvelable, mais sans nous dire comment on va pallier à l'intermittence, c'est signe que ça n'a pas été réfléchi. Et pourtant, cela doit être précisé, sinon on induit les gens en erreur et ils ne pourront pas faire les choix qui leur conviennent réellement. Pour avoir un aperçu des différents scénarios de transition électrique possibles, je vous renvoie vers le rapport RTE ou vers des vidéos qui le résument très bien. Et forcément, quand on se pose la question du mix électrique, se pose la question du nucléaire. Encore un sujet où on se prononce parfois avec certitude, alors même qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Avant d'aller sur les reproches légitimes faits au nucléaire, on peut déjà passer sur les reproches qui ne le sont pas, et qui montrent un problème de désinformation sur le sujet, notamment avec le fait qu'il contribuerait beaucoup au changement climatique. Pas mal de gens pensent que le nucléaire émet beaucoup de gaz à effet de serre, alors qu'à l'inverse, ce n'est pas le cas et c'est même un argument en sa faveur. Et si on considère que le dérèglement climatique est le problème majeur, ça fait un argument deux poids, puisque ça permet de limiter les gaz à effet de serre tout en compensant l'intermittence des ENR. D'autant qu'on n'a toujours pas entamé de politique sérieuse de transition énergétique et de lutte contre le dérèglement climatique, avec des actions politiques qui ne correspondent pas à ce qui est recommandé par les scientifiques, et où on empile les nouvelles énergies sans amorcer de baisse de la consommation. Du coup, difficile de croire à un changement rapide et à une sobriété énergétique bien calculée. Et dans cette situation, il y a un risque que chaque térawattheure non produit par du nucléaire le soit par du fossile. Donc le nucléaire peut atténuer un peu ce qui n'a pas été fait en termes de lutte contre le dérèglement climatique et de dépendance aux énergies fossiles. Ensuite, le gros de l'argument anti-nucléaire, c'est celui du danger. Là, on est sur un argument qui peut faire lourdement pencher la balance, suivant à quel point on estime l'ampleur du risque. Une erreur souvent faite ici, c'est de comparer un accident potentiel avec des accidents passés, comme Tchernobyl ou Fukushima, qui n'ont pas les mêmes types de réacteurs, ni les mêmes infrastructures. On a heureusement fait pas mal de progrès sur les normes de sécurité. Avant d'affirmer que c'est comparable, il faut s'assurer que ces normes et ces infrastructures n'impliquent pas de différence de danger. Mais si on veut comparer un accident potentiel en France avec un accident déjà passé, et avec un même type de réacteur nucléaire, on peut comparer avec l'accident de Three Mile Island aux États-Unis.
beaucoup moins connu, mais pourtant plus proche de ce qu'on pourrait avoir en France, puisque c'est aussi un réacteur à eau pressurisée. Bon, il y a eu peu de conséquences hors dégâts matériels, et du coup c'est beaucoup moins spectaculaire que Tchernobyl, et on en a beaucoup moins entendu parler. Il arrive également qu'on surévalue les dégâts, comme à Fukushima où on attribue parfois au nucléaire les 20 000 morts causés par le tsunami et le séisme. Personnellement, je ne suis pas en mesure d'estimer les risques d'un potentiel futur accident. Par contre, on peut regarder les dégâts qu'il y a déjà eu. Si on regarde le nombre de morts par unité d'électricité produite, comme on le voit sur ce schéma, c'est encore les hydrocarbures qui ont des chiffres incomparablement plus élevés que ceux du nucléaire ou des ENR. Un autre point à prendre en compte, c'est que pour diminuer au plus vite l'utilisation des énergies fossiles hors électricité, on peut électrifier une partie de la consommation énergétique, notamment pour les transports et les chauffages. Mais si on électrifie une partie des 80% d'énergie actuellement non électrique, ça va nécessiter de produire davantage d'électricité. Et plus on repose sur de l'électricité, plus c'est difficile de faire un parc électrique 100% ENR. Et donc le nucléaire devient nécessaire pour ne pas se reporter sur du gaz ou du charbon. Donc plutôt que constamment opposer nucléaire et ENR, peut-être qu'on peut les voir comme complémentaires. Et puisque j'ai mentionné l'électrification des transports, je ne peux pas passer à côté de la voiture électrique, sujet souvent pas très bien traité non plus. Ici, il y a deux écueils à éviter, celui d'idéaliser la voiture électrique ou celui de la dévaloriser avec de mauvais arguments. Certains contre-arguments reposent sur une liste d'inconvénients de cette technologie. Par exemple, la fabrication nécessite beaucoup de métaux, avec les inconvénients de l'industrie minière qui vont avec. Et cette fabrication a même un impact supérieur à celui de la fabrication des voitures thermiques. Et de ce que j'en sais, oui, c'est vrai, il ne faut pas idéaliser la voiture électrique. Mais qu'est-ce qu'on fait des informations données telles quelles ? Pour qu'elles fassent sens, il faut comparer le bilan total aux alternatives. Bon, vu ce qu'on a dit tout à l'heure, je ne pense pas que la voiture individuelle généralisée soit viable sur le long terme. Et je pense que le parc automobile devra être amené à réduire au profit des transports en commun, notamment des trains. Et qu'il faut donc développer le transport ferroviaire pour remplacer une partie du parc automobile et aérien. Et surtout ne pas fermer les gares, contrairement à ce qui a été fait ces dernières années. Bref, la voiture électrique, à quoi on la compare ? Au bus, au train, aux avions, à la voiture thermique ? Et même face à une voiture thermique, il est vrai que le coût de production de la voiture électrique est supérieur. Mais est-ce qu'il est compensé par l'énergie utilisée ? Eh bien ça dépend. Il faut surtout regarder avec quoi est produite l'électricité. Si on produit l'électricité avec du charbon, alors l'impact sera bien pire que celui d'une voiture thermique. Par contre, si l'électricité n'est pas faite avec du fossile, alors la voiture électrique aura moins d'impact, à condition d'avoir une durée de vie suffisante pour compenser. Pour tous les sujets que je viens d'évoquer ici, je vous invite vivement à aller voir les chaînes du Réveilleur et de Écologie Rationnelle. Je ne suis pas allé sur les questions de géopolitique, avec notamment les questions de souveraineté énergétique, de dépendance de l'Europe au gaz russe, questions très d'actualité. Pour ça, je vous renvoie vers la vidéo d'Osons Causer, qui aborde très bien les questions d'énergie, en ajoutant l'angle géopolitique. Et pour finir sur ces questions d'énergie, un dernier point pour aborder les potentielles énergies du futur. Dans les prochaines années, on va voir arriver des nouveaux réacteurs nucléaires de 4e génération, avec des avantages en termes de sûreté, d'empreinte environnementale et de gestion des déchets. Et à encore plus long terme, on a la fameuse fusion nucléaire qui permettrait d'avoir une énorme quantité d'énergie, avec peu d'impact environnemental et beaucoup moins de risques que la fission nucléaire qu'on utilise actuellement. Bon, les questions d'échelle de temps font qu'il est très peu probable que la fusion nucléaire puisse remplacer les énergies fossiles dans les prochaines décennies. Mais dans l'idée où ce serait possible, est-ce que ce serait une bonne chose ? Et là on voit que la question est bien plus large que juste la production d'énergie. Parce que si on reste sur le modèle économique actuel, qui cherche à produire toujours plus au profit d'intérêts privés, et quelles que soient les conséquences, même si on arrête les gaz à effet de serre, on continuera à polluer et à saccager l'environnement. Du coup, c'est super de chercher les sources d'énergie les plus écologiques, mais regardez ce qu'on produit avec a tout autant d'importance. Et l'accès à une énorme quantité d'énergie avec un faible impact environnemental, comme la fusion nucléaire, n'est pas forcément gage de bonnes conséquences. C'est pour ça qu'il faut penser la transition de manière systémique. C'est vraiment un changement de société qui est nécessaire, et pas seulement un changement de l'énergie qu'on utilise. L'alimentation est une partie importante de la transition écologique, avec 1/4 des émissions de gaz à effet de serre. Du coup, c'est important de manger bio et local, et surtout sans pesticides et sans OGM. Non ? Oui, bon, c'est un peu plus compliqué. On va commencer par le locavorisme, donc manger la production locale. C'est généralement bénéfique, mais il arrive qu'on en exagère les effets positifs. Le transport, ça représente moins de 10% de l'empreinte environnementale d'un produit. Du coup, l'impact de notre alimentation dépend beaucoup plus de notre régime alimentaire que de sa localité. Et aussi, un même produit peut avoir plus ou moins d'impact suivant l'endroit où il est produit, à cause du climat local par exemple. Du coup, il peut arriver que certains produits soient moins écologiques en étant locaux. Après, le local reste une bonne chose dans la grande majorité des cas. Mais il faut faire attention aux échelles. Sinon, on en vient à des paradoxes, en considérant par exemple de la viande de bœuf locale comme écologique, alors que le transport ne représente que 1% de l'empreinte carbone du bœuf.
Et d'ailleurs, on attribue souvent les inconvénients de l'élevage à uniquement l'élevage intensif. Mais on retrouve pas mal de ces inconvénients dans l'élevage extensif, notamment l'occupation des sols ou les gaz à effet de serre. De manière générale, on peut se demander pourquoi on pense qu'il faut s'opposer ou défendre telle ou telle pratique agricole. Et surtout, est-ce qu'on est vraiment informé? Est-ce qu'on a de bonnes raisons de tenir ces positions? Ensuite, on peut éviter de faire certaines généralités, ou s'assurer que les généralités soient pertinentes. Par exemple, quand on se dit contre les pesticides ou contre les OGM, est-ce que c'est tous les pesticides et tous les OGM qui posent problème, ou juste certains d'entre eux? D'ailleurs, beaucoup de gens sont pro-bio parce qu'ils sont anti-pesticides. Pourtant, le bio autorise bien certains pesticides. Ça nous montre encore que les gens ne sont pas toujours bien informés et qu'ils peuvent défendre des positions sans forcément en connaître les implications. Dans le bio, les pesticides qu'on n'autorise pas, ce sont ceux de synthèse, et sont donc autorisés les pesticides dits naturels. Et de fait, ça met déjà en avant un souci avec le bio. Comme on l'avait déjà vu à plusieurs reprises, le critère du naturel n'est pas très pertinent pour trier ce qui est bon ou pas. Le fait que le naturel serait bon est quelque chose d'assez intuitif, mais pas quelque chose de vrai. On peut le voir avec différents exemples de substances toxiques qu'on trouve dans la nature, comme le cyanure ou la manite phalloïde. D'ailleurs, des pesticides toxiques et naturels, il y en a déjà eu dans l'agriculture biologique, comme le roténone par exemple, qui depuis a été retiré. Actuellement, on a l'exemple du sulfate de cuivre, notamment utilisé dans la bouillie bordelaise, qui est autorisé en bio et qui n'est pas sans conséquences environnementales, puisqu'il dégrade les sols et persiste des années dans la terre. Et attention, le fait que le naturel ne soit pas un critère pertinent ne veut pas dire que le bio est nul, et on ne va pas trancher ça ici. En revanche, ce que ça nous dit, c'est qu'au-delà de la question de si le bio est meilleur ou pas sur le plan sanitaire ou écologique, ça nous dit qu'il y a un souci avec un des principaux critères utilisés dans son cahier des charges. Et donc, que le bio pourrait être à minima mieux que ce qu'il est actuellement s'il utilisait des critères plus rationnels. Dans la même logique, on peut citer la biodynamie, qui est du bio avec un cahier des charges encore plus exigeant et encore plus douteux, issu de l'anthroposophie, un courant ésotérique et pseudo-scientifique avec des dérives sectaires. Et sur ces sujets, ce n'est pas tellement étonnant qu'on ait des croyances fausses, tant le traitement médiatique est, disons, pas terrible. L'emballement médiatique qu'il y a eu autour du glyphosate illustre bien ce manque de rigueur. Le glyphosate est loin d'être sans inconvénients. Mais là encore, attention à ne pas lui prêter des défauts qu'il n'a pas. Et à le comparer avec les alternatives. Personnellement, je suis tout à fait pour qu'on se passe du glyphosate dès que possible. Mais si par exemple on interdit le glyphosate et qu'on met à la place des pesticides moins efficaces qui nécessitent de mettre des plus grandes quantités, même si celui-ci est moins nocif, l'effet total pourrait être pire. Autre exemple, le glyphosate est utilisé en alternative au labour, qui a des conséquences délétères sur les sols. Mais si on remplace le glyphosate pour retourner au labour, ce n'est peut-être pas la transition la plus judicieuse. Les pesticides, on ne les utilise pas pour rien, ils ont une certaine utilité. Donc il faut comparer les avantages à cesser leur utilisation avec leurs inconvénients, comme les pertes de rendement ou les retours à des pratiques pas forcément sans conséquences non plus. Et surtout, questionner chaque pesticide au cas par cas. On peut faire le même raisonnement avec la modification génétique des plantes. Est-ce qu'il faut être contre toute forme de modification génétique ou juste certaines? Quand on parle d'OGM dans la législation, on ne parle pas de toutes les modifications génétiques, mais juste de certaines, notamment de la transgénèse, qui est l'introduction d'un gène étranger dans l'organisme qu'on modifie. Pourtant, à proprement parler, la modification génétique, c'est bien plus large. Il y a plein de manières différentes de modifier un génome. Donc le terme organisme génétiquement modifié a un sens différent suivant si on parle de droit ou de biologie. Par exemple, depuis le début de l'agriculture, on a toujours contrôlé la reproduction des plantes en faisant de la sélection artificielle, qui consiste à davantage cultiver des plantes jugées intéressantes après avoir laissé apparaître des modifications aléatoires et spontanées. Ça nous a permis d'avoir des bananes plus riches et pas remplies de pépins, idem avec les pastèques, les aubergines, les carottes ou le maïs. Ça a permis aussi d'avoir des aliments moins toxiques, comme des courgettes avec moins de cucurbitacine ou des amandes avec moins de cyanure. Malgré ces avantages, cette méthode peut entraîner d'autres modifications qu'on n'aurait pas voulu. Et si on veut garder des modifications intéressantes en limitant les effets indésirables, voire dangereux, pourquoi ne pas directement faire des modifications ciblées, où on sait très bien quels gènes on incorpore? Et dit comme ça, les modifications ciblées ne paraissent pas pires que les modifications aléatoires, au contraire même, mais elles correspondent pourtant aux modifications non autorisées en France actuellement. En pratique, je ne défends pas tous les usages d'OGM par transgénèse qui sont faits actuellement, mais il y a des usages qui pourraient être réellement pertinents, comme le riz doré, du riz modifié pour contenir de la bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, ou des variétés de végétaux non allergènes, ou plus résistantes aux maladies ou aux effets du changement climatique, ou qui consomment moins d'eau ou moins de pesticides. Si on a ce genre d'effets positifs sans effets secondaires négatifs, alors ce serait dommage de s'en passer. Du coup, pour la réglementation des mutations génétiques, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt opter pour une évaluation au cas par cas
de chaque nouvelle mutation, non pas sur la technique utilisée, mais sur le nouveau caractère induit. Parce qu'en pratique, beaucoup de gens s'opposent aux OGM, donc des modifications ciblées, mais ne s'opposent pas à d'autres formes de modifications génétiques, comme celles issues de la sélection artificielle. C'est peut-être en partie la faute à toute la désinformation qu'il y a eu sur le sujet, notamment avec l'étude de Seralini, qui, malgré ses défauts et les critiques de nombreux scientifiques, a eu de grosses retombées médiatiques. Si vous voulez creuser le sujet des modifications génétiques, je vous renvoie vers la chaîne de Matadon, qui a toute une série sur les OGM cachés, qui détaille différents types de modifications génétiques peu connues. Sur les OGM, on peut aussi faire la critique des brevets, et plus largement de tout l'enjeu économique qu'il y a derrière. Et je suis généralement d'accord avec ce genre de critique. Je ne suis pas du genre à soutenir les intérêts privés contre l'intérêt général. Mais il faut bien distinguer cette critique contextuelle, est-ce que c'est mauvais car utilisé à mauvais escient, d'une critique intrinsèque, est-ce que c'est mauvais en soi, quel que soit le contexte. Il y a tout un tas de sujets sur lesquels il est difficile de se faire un avis et que je n'ai pas abordé ici. La gestion des déchets nucléaires, la 5G, l'éolien offshore, les métaux, je n'ai pas été exhaustif. L'intérêt de cette vidéo, c'est surtout de nous amener à réfléchir à pourquoi on est pour ou contre telle idée et à ne pas la défendre de manière dogmatique. Et toujours comparer chaque idée aux alternatives en veillant aux ordres de grandeur. Du coup, pour conclure, faisons preuve d'humilité. Doutons de nos certitudes. Vérifions si elles correspondent effectivement à la réalité. Et ne croyons pas sur parole les différents discours qu'on entend, notamment si elles viennent conforter nos positions, ou si les propos sont non sourcés, ou s'ils proviennent de personnes ou de groupes qui ne sont pas toujours très rigoureux dans leur vérification des informations. Bien sûr, ça vaut aussi pour ce que j'ai dit ici. Vérifiez que je ne me suis pas trompé avant de me croire. Il se peut aussi que vous soyez en désaccord avec des choses que j'ai présentées comme factuelles. Et si vous avez de bonnes raisons pour ça, mettez-les en commentaire, ça m'intéresse de lire les arguments. Mais si vous êtes attaché à ces positions sans vraiment connaître le sujet, je vous invite non pas à changer tout de suite d'avis, mais à suspendre votre jugement en attendant d'avoir de nouvelles informations. Souvent, la meilleure des réponses est d'admettre qu'on ne sait pas. Et même lorsqu'on pense savoir, il est essentiel d'admettre qu'il est possible qu'on se trompe. Voilà pour cette vidéo, je vous encourage à la partager autour de vous pour apporter un peu plus de scepticisme et de science dans l'écologie. On se retrouve la semaine prochaine pour parler des élections, abonnez-vous pour ne pas la manquer. Ciao.